Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ici à Genève pour ce premier numéro de l'année. Alors avant d'accueillir notre invité ici au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, je voudrais vous souhaiter où que vous soyez, une très belle année 2018 au nom de RFI, du journal Le Monde et de toutes les équipes de TV5 Monde. Tout de suite, un document pour ouvrir notre magazine. L'extrait d'un film, bientôt à l'affiche. Il a été tourné dans 23 pays. Il donne un visage à ceux que l'on appelle des migrants, des réfugiés ou encore des demandeurs d'asile ou des déplacés. Ils sont plus de 65 millions dans le monde. Un film qui a été tourné par Ai Weiwei, un artiste chinois mondialement connu et lui-même exilé. Voici un extrait de Human Flow. Être réfugié, cela va au-delà d'un statut politique. C'est la forme la plus extrême de violence qui puisse être exercée sur un être humain. On dépossède cet être humain de tout ce qui permettrait à sa vie d'être tolérable et d'avoir un sens. Si on devient insensible à la souffrance humaine, cela devient très dangereux. Nous tenons absolument à préserver cette humanité. Nous allons bien être obligés d'accepter l'idée que le monde rétrécit et que des populations de religions et de cultures différentes vont devoir apprendre à vivre ensemble. Bonjour Filippo Grandi. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. On vient de voir un extrait de ce film de Ai Weiwei, où vous témoignez d'ailleurs. Vous avez, vous, le sentiment que le monde rétrécit. Et est-ce que, en tant que le représentant de celui qui s'occupe des réfugiés, est-ce que vous avez le sentiment que maintenant, aujourd'hui, la situation vous échappe un peu? Je ne sais pas si la situation nous échappe, mais elle est devenue très difficile. Les crises ont toujours existé. Elles deviennent aujourd'hui globales, comme on vient de le voir dans ces quelques images. Le contexte politique est beaucoup plus difficile à cause même de cette globalisation du phénomène. Mais à mon avis, il y a un message très important que je voudrais dire au début. Non, c'est quelque chose de différent. Je voudrais dire qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas seulement la condition la plus difficile, c'est d'être réfugié. C'est que de devenir un réfugié est le résultat d'un des choix les plus difficiles au monde. De tout quitter. De prendre le chemin de l'exil. De prendre le chemin de l'exil. Il faut se mettre à la place de ces gens. Et nous le faisons tous les jours, ici, mes collègues du HCR, les gens qui travaillent avec nous, nos partenaires, pour comprendre la difficulté extrême de ce choix. Et quand on dit ça c'est des gens qui veulent chercher des opportunités ailleurs, non, c'est des gens qui ont fait un choix d'abandon, un choix de départ qui est radical, très difficile. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder ce focus. Il retrace votre itinéraire. Il a été réalisé, ce focus, par Bastien Bory et Benoît Tricot. 60 pays visités depuis votre arrivée à la tête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, cela fait un pays tous les 10 jours. De quoi trahir l'ampleur sans précédent de la crise pour 65 millions de réfugiés. Votre fonction s'en trouve très exposée et vous l'avouez vous-même à demi-mot. Quand vous faites mon boulot, vous devez vous attarder sur les rares exemples à succès. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez 30 ans, en 1988, quand vous effectuez votre première mission humanitaire pour le HCR, avant d'en avoir le contrôle aujourd'hui. Mais entre-temps, le nombre de murs de séparation dans le monde a été multiplié par 6. Mon combat personnel au sein du HCR, c'est de rappeler, n'oublions pas que les réflexes d'urgence et de protection des réfugiés ne suffisent pas. Il faut surtout des solutions. Des terrains d'entente entre des États qui se barricadent, vous en avez cherché dans les zones instables d'Asie et d'Afrique jusqu'au Proche-Orient, où vous dirigez pendant 4 ans l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une chose est sûre, les 10 000 employés de votre institution tentaculaire ne vous feront pas oublier que les solutions se trouvent sur le terrain. On entend beaucoup parler de l'inutilité des sommets de l'ONU. Et souvent, c'est vrai. Mais le bon côté des promesses,
c'est qu'elles engagent la responsabilité de ceux qui les font. Personne ne doute de votre détermination à faire respecter les promesses, mais les terres d'asile se raréfient. La preuve, vous consacrez une large partie de vos voyages à essayer de convaincre les autres réticents. Face à eux, difficile de savoir si la communauté des humanitaires sera capable de s'adapter. Filippo Grandi, Christophe Ayat du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Bonjour. Tout de suite, nous souhaiterions une réaction à cette actualité qui nous vient des États-Unis. Le président Trump a déjà décidé que son pays se retirait du pacte mondial sur la migration. Et cette semaine, il a déclaré que retirer le statut de protection temporaire dont bénéficiaient les migrants du Salvador aux États-Unis. Et parmi ces migrants, il y a bien sûr des réfugiés. Alors, votre réaction à cette actualité? Oui. Bon, si quelqu'un est un Salvadorien et réfugié, il n'est pas soumis à cette décision. La grande majorité de ces personnes sont des personnes qui bénéficiaient essentiellement de ce statut, donc pas vraiment des réfugiés, mais des gens qui étaient aux États-Unis et qui avaient été reconnus comme bénéficiant d'une protection temporaire. C'est la prérogative de l'administration de prolonger ou de terminer cette protection. Ça a toujours été prolongé depuis de nombreuses années. Ce que nous craignons avec cette décision, c'est que si elle est mise en œuvre de manière abrupte, de manière accélérée, c'est que ça peut créer des problèmes à cause de la grande masse de personnes qui sont concernées. Au Salvador, un pays qui est fragile, qui lutte contre la violence et où la présence de personnes qui reviendraient d'un pays où ils ont vécu souvent très longtemps causerait des problèmes ultérieurs. Et surtout, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Alors, sachant que votre organisation, par exemple, bénéficie des financements américains, est-ce que vous craignez qu'il y ait une sorte de retrait des Américains sur cette question de l'aide aux réfugiés en général? Pour l'instant, pour ce qui est de l'aide américaine, qui est une aide extrêmement importante et très généreuse, pour vous donner un exemple, un tiers à peu près des revenus du HCR, qui sont essentiellement des revenus publics, des donations des États, sont des donations américaines. Et pour l'instant, cela n'a pas été remis en question. Donc nous avons eu en 2017 le même niveau d'assistance, de support financier des États-Unis qu'on avait eu en 2016 et les indications sont que ça sera la même chose pour 2018. Donc pour l'instant, pour ce qui est de l'aide dans les pays où se trouvent les réfugiés, donc en Afrique ou au Moyen-Orient, en Asie, il semble que la politique de l'administration soit de continuer à être un leader dans le monde humanitaire. Mais bien sûr, c'est un débat ouvert. Nous avons vu beaucoup de décisions complexes et difficiles, donc c'est un débat qui continue. Et est-ce que les différentes mesures comme le travel ban prises par les États-Unis n'ajoutent pas à la pression sur les autres pays d'accueil? Je pense notamment, beaucoup de Somaliens sont venus aux États-Unis, ils ne pourront plus, si le travel ban est mis en œuvre, ils iront au Kenya et dans la région. Le travel ban, rappelez... Le travel ban étant ce décret anti-immigration qui a été signé par le président Trump dès son arrivée. Alors, là où ce genre de mesures touche ont un impact négatif sur le support qu'on donne aux réfugiés globalement, c'est dans ce qu'on appelle le programme de réinstallation. Les États-Unis ont eu et ont toujours le plus grand programme de réinstallation au monde. Obama avait porté le cap de ce programme de réinstallation. Donc ça, c'est des réfugiés qui sont déjà des réfugiés dans certains pays, et qui sont transférés vers des pays plus sûrs, sur tous les cas plus vus. C'était 110 000 par an, c'était le cap qui avait atteint l'administration Obama. Et l'administration Trump l'a ramené à 50 000, citant la nécessité d'effectuer des contrôles de sécurité plus détaillés. Alors notre avis, c'est que les contrôles de sécurité pour ce programme sont déjà très détaillés. C'est les gens les plus examinés qu'ils soient parmi ceux qui entrent aux États-Unis. Donc on espère que après cette période de limitation, ce programme puisse s'accroître de nouveau.
Filippo Grandi, vous avez rencontré le président Emmanuel Macron en octobre dernier. Vous êtes réjoui des échanges que vous avez eus avec lui. La France est engagée à accueillir, en collaboration avec votre agence, 10 000 réfugiés. Un programme de relocalisation depuis le Liban, la Turquie et même depuis l'Italie d'ailleurs, votre pays. Mais aujourd'hui, il y a 17 millions de réfugiés. Est-ce que la France ne pourrait pas faire plus ? Je pense que tous les pays pourraient faire plus, y compris la France, mais attention... C'est 10 000 réfugiés sur 2 ans, ça fait 5 000 par an. Mais il faut séparer les deux choses. Donc, les 10 000 réfugiés, c'est un programme de réinstallation, comme celui que j'ai décrit pour les États-Unis. Et c'est un programme qui va concerner des réfugiés syriens, essentiellement du Moyen-Orient, et des réfugiés sur la route de la Méditerranée centrale, donc essentiellement du Tchad et du Niger, mais aussi des réfugiés évacués de Libye. Donc la relocalisation de l'Italie et de la Grèce est un programme séparé. En plus de ça, il ne faut pas confondre les deux choses, c'est important. Vous me dites 10 000, c'est peu par rapport aux 22 millions de réfugiés dans le monde. 10 000 sur 2 ans, surtout, ça fait 5 000 par an. Vous savez, l'année, mais je vous donne une donnée globale, parce que je pense que c'est important. L'année passée, on a pu réinstaller, tout pays confondu, d'origine et de réception, 162 000 réfugiés. Alors ça, c'est à peu près, c'est moins que le 1% des réfugiés dans le monde. Donc c'est vrai que ce programme sera toujours très sélectif. Alors quelle est l'importance de ce programme? Un, c'est que vous ciblez les plus vulnérables, qui ont le plus besoin d'aller dans des pays plus stables et plus sûrs. Deux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un signe de partage de responsabilité. Parce que la majorité des réfugiés ne sont pas en Europe, ne sont pas aux États-Unis, ne sont pas dans les pays riches, sont dans les pays pauvres qui ont moins de moyens. Donc c'est un geste de partage. Donc un satisfecit pour la France. Un satisfecit pour la France. Donc je pense que par rapport à avant, la France a commencé la réinstallation en 2008, attention, avec 100 réfugiés par an. Donc on a quand même fait des progrès. J'invite la France, mais j'invite tous les pays à faire plus, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez de cette frilosité tout de même? Pourquoi on n'est pas plus ambitieux? Qu'est-ce que vous pensez de l'argument économique? Donc peut-être la crainte du chômage, etc., qui fait que on n'ose pas avoir plus d'ambition pour. Est-ce que cet argument économique est recevable? Pas pour des chiffres tellement limités, je pense. Je pense que ce qui est négatif, c'est que à partir surtout de 2014-2015, quand l'Europe a reçu beaucoup de réfugiés, d'abord par la route balkanique et ensuite par la route italienne, la question des réfugiés a été politisée, a été mélangée à la question des migrations de manière incorrecte, à mon avis, et a été politisée. Et donc maintenant, toute arrivée de réfugiés, que ça soit par des voies légales ou illégales, engendre des sentiments de suspicion que les gouvernements ont un peu de mal à gérer. Mais ce que c'est important à dire par rapport à ces programmes de réinstallation, il ne faut pas oublier, ça c'est des voies légales, contrôlées, sûres, qui permettent aux plus vulnérables de ne pas devoir se donner aux trafiquants et aux passeurs et de pouvoir profiter d'un programme structuré. Filippo Grandi, encore une question sur la France. La question de la politique migratoire de la France est aujourd'hui au cœur de l'actualité à Paris. Le président Macron veut la refonder, mieux accueillir les réfugiés, mais aussi renvoyer chez eux ceux qui seraient déboutés de ce droit d'asile. Est-ce qu'on peut, d'une manière administrative, quand on voit le parcours de certains migrants, séparer ceux qui sont recevables de ce droit d'asile et ceux qui ne le seraient pas? Est-ce que c'est aussi simple que ça aujourd'hui, quand on voit ces itinéraires aussi compliqués, notamment par la Libye? Ce n'est pas simple, mais c'est possible de le faire. Il faut le faire? Il faut le faire. Je pense que... Pourquoi? Je pense que les réfugiés... prenons l'exemple, si tout le monde était renvoyé chez lui, les réfugiés seraient les premiers à être en danger de mort. Voilà, ou peut-être les seuls qui sont vraiment en danger de mort. C'est ça, une explication un peu superficielle, si vous voulez, mais qui donne le sens de ce que ça veut dire être réfugié. Parce que ça voudrait dire envoyer chez eux des gens qui viennent de situations de conflit, comme la Syrie par exemple. Mais ceux qui sont dans une situation de pauvreté, due aux aléas climatiques, etc., leur vie est aussi en danger. Et c'est pour ça que, bien sûr, tout le monde a des raisons pour bouger. Et il ne faut jamais oublier que ces cas doivent être examinés individuellement.
On dit souvent, par exemple, tous les gens qui viennent d'un pays X ne sont pas des réfugiés parce que ce pays est stable. Mais peut-être ils ont des raisons individuelles. On a vu, par exemple... Vous expliquez justement, Filippo Grandi, que parmi les pays qui font le plus de demandes d'asile en France, il y a par exemple un pays comme la Guinée-Conakry. Ces jeunes-là qui sont en train de passer l'école de montagne à se geler les pieds dans la neige, il y a des Guinéens. Il n'y a plus de dictateurs en Guinée-Conakry. Il y a des Ivoiriens. C'est pour ça qu'on a des procédures pour déterminer si ces gens sont des réfugiés ou pas. Et s'ils ne sont pas des réfugiés, bon, il y a des procédures aussi pour le retour chez eux. Mais s'ils prennent ces risques-là, ils risquent leur vie en faisant bien ça. Sûr, il y a des raisons. Mais vous comprenez, c'est très important pour moi, pour mon organisation, qui est une organisation qui est née pour la protection des réfugiés, de se focaliser pour préserver ce droit des gens qui fuient les conflits, les persécutions, des persécutions qui peuvent être individuelles, à cause de l'orientation sexuelle, par exemple. Donc c'est important de se focaliser sur préserver tout cela. Ensuite, les autres ont des droits aussi, il faut les gérer, mais c'est d'une manière différente qu'on gère tout ça. Monsieur Grandi, jusqu'à présent, on considère qu'on est réfugié si on est menacé par une situation politique essentiellement ou de conflit. Voilà, de conflit. Est-ce qu'un jour, on va aboutir à un statut de réfugié climatique? C'est possible qu'on puisse, je pense, élaborer de manière plus structurée, et on est en train de le faire, quelles sont les normes, les mesures de protection qui sont nécessaires pour les gens qui fuient en raison de phénomènes climatiques. Parce que tout le monde qui quitte chez lui ou chez elle a des raisons, a des besoins de protection, qui changent d'une manière ou de l'autre. Mais c'est évidemment différent si vous fuyez parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou une sécheresse, ou bien si vous fuyez parce que vous êtes persécuté, vous êtes sous la menace d'armes. C'est pour ça qu'il faut garder ces distinctions et gérer chaque phénomène de manière spécifique. C'est très important de le faire. Et est-ce que je peux dire une chose très importante? Oui. N'oublions pas que pour ceux qui sont des réfugiés, dans le sens classique, des gens qui fuient les conflits ou les persécutions, il y a toute une construction légale solide qui est en place. Remettre tout cela en discussion risque d'affaiblir cette construction et de ne pas créer un régime pour tout le monde, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, gardons cette construction qui est bonne, on va l'améliorer davantage et travaillons sur les constructions de protection pour les autres catégories de personnes. Tout dernier point sur la France. Il y a des voix aujourd'hui en France qui s'élèvent pour dénoncer un manque d'humanité dans la gestion des réfugiés, notamment suite à une circulaire qui est parue et qui permettrait le recensement des étrangers dans les centres d'hébergement d'urgence. Votre réaction, vous, à ce type de circulaire? Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, et de toute façon, notre avis est toujours le même. Toute mesure qui est prise pour des gens qui viennent demander l'asile, que cette demande soit fondée ou pas, ça, il faut le déterminer, doit être faite de manière humaine, de manière claire. Il faut que les gens soient informés de ce qui sont leurs droits en matière d'asile, dans les pays qui ont une législation forte, bien établie, comme en France. Donc ça, c'est ce pour lequel nous nous battons tout le temps. Et des conditions d'hébergement qui soient correctes pour tout le monde. Notamment, et j'en ai discuté avec le président Macron, avec le ministre de l'Intérieur lors de ma visite en octobre, en France, nous avons toujours dit que l'hébergement n'est pas suffisant. Je pense que la France a 80-85 000 places d'hébergement. Nous pensons qu'il en faut au moins 20 000 de plus. Filippo Grandi, si jamais on fait des enquêtes dans les lieux d'urgence, là où ils arrivent, les réfugiés en première urgence, ils n'iront plus dans ces centres. Ils vont reconstituer des bidonvilles comme il y a eu à Calais, etc. Parce qu'ils auront peur d'aller dans les centres. Je ne sais pas. Si les choses sont faites de manière correcte, si les gens voient que leurs droits sont respectés, si les procédures sont clairement expliquées, je pense que c'est possible de le faire. Et je pense que c'est important de le faire. Monsieur Grandi, est-ce que on parle de ce qui arrive, mais il y a aussi la société civile, et notamment des personnes qui sont poursuivies aujourd'hui pour avoir recueilli des migrants, des candidats à l'asile, dans des cols de montagne. Il y a une femme qui est passée en procès, enfin qui va passer en procès très bientôt en France. Quel est votre jugement là-dessus? Écoutez, je ne peux pas remettre en discussion la loi
d'un pays ou de l'autre. Mais ce que j'espère, et je l'espère vivement, et je l'ai dit dans des nombreux entretiens que j'ai eus avec les autorités françaises, c'est que dans ce jugement, les intentions humanitaires de ces personnes soient prises en considération. Je pense que c'est très important. Merci Filippo Grandi. Nous allons nous interrompre quelques instants et on se retrouve pour poursuivre cet entretien avec RFI et le journal Le Monde. Filippo Grandi, merci de nous accueillir ici au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, en décembre dernier, la Commission européenne a renvoyé devant la Cour de justice de l'UE la République tchèque, la Hongrie et la Pologne pour ne pas avoir rempli leurs obligations en matière d'accueil des réfugiés dans ce fameux programme de relocalisation des réfugiés qui étaient arrivés en Italie et en Grèce. Vous pensez que c'est la solution, sanctionner ? Oui, je pense que oui. Je pense que c'était un programme qui avait été établi par l'Union européenne avec le concours de pas tous les pays, mais la plupart des pays. Et c'était une obligation. Il s'agissait bien de relocaliser des réfugiés qui étaient arrivés en Grèce et en Italie, donc les pays sur la ligne de fond, si on veut les appeler comme ça, dans ces dernières années, vers d'autres pays pour avoir un partage plus équitable de cette responsabilité. Même si ça ne marche pas. Il faut le faire marcher. L'Europe ne peut que marcher qu'à travers un partage de responsabilités. La notion précédente, celle de Dublin, qui était que les réfugiés doivent rester dans le pays où ils arrivent, était pratique pour des flux beaucoup plus limités, pour des nombres beaucoup plus limités. Ce que nous avons vu depuis 2015, des masses de personnes qui arrivent, Dublin ne se prête pas à ce genre de scénario. Il faut passer à un partage de responsabilités qu'à notre avis doit être obligatoire au sein de l'Union européenne. Mais quelle forme est-ce que cela doit prendre, Filippo Grandi? Est-ce que ça doit être des quotas obligatoires forcément, puisque ce qui a été tenté de ce point de vue-là n'a pas fonctionné? À mon avis, il faut insister que ça soit comme ça, comme une obligation qui vient de faire partie de cette Union européenne. Et on peut bien sûr, et on a fait beaucoup de propositions à ce sujet, créer des encouragements financiers même pour que ces gens soient accueillis dans certains pays. À mon avis, il n'y a pas d'autre choix. Les encouragements, pour l'instant, ils ont fonctionné quelque part? Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est-à-dire que le programme de relocalisation a démarré très mal. C'est seulement dans les derniers mois où on a eu quelques dizaines de milliers de personnes qui ont été relocalisées. Pas dans tous les pays, mais au moins dans certains pays. Donc ça démontre que ça peut fonctionner, mais il y a une résistance politique, il faut le dire, qui est très complexe. Emmanuel Macron plaide pour une agence européenne de l'asile, une sorte de mise en commun des règles. Vous pensez que c'est possible ou c'est totalement utopique? Je pense que c'est souhaitable, parce que l'Europe, en tant qu'union, ne peut que gérer ce phénomène d'arrivée de personnes qui demandent l'asile que de manière unifiée. C'est clair. Ça ne peut pas être fait pays par pays. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne, en Suède, en Autriche en 2015, quand ces pays ont accueilli les réfugiés. Les autres n'ont pas vraiment partagé cette responsabilité. Ça a causé des problèmes parce qu'il y avait une espèce de déséquilibre entre un pays et l'autre. Ça, on peut pas, les pays ne peuvent pas gérer de cette manière désordonnée et individuelle. Ça doit être fait de manière collective. Ça ne peut qu'être ça. Vous savez, on fait la promotion de l'idée que cela doit être fait globalement, non pas seulement en Europe. Donc si l'Europe ne donne pas cet exemple en tant que continent privilégié du point de vue des ressources, de continent de tradition humanitaire, comment pouvons-nous demander à d'autres pays qui ont bien plus de réfugiés sur leur territoire de continuer à faire face à cette responsabilité? Oui, mais alors justement, l'Europe met aussi en place des verrous pour empêcher l'arrivée plus importante de migrants sur son territoire. Ça a été le cas avec cet accord avec la Turquie en 2016, et puis il y a maintenant des accords avec le Niger. Mais c'est des accords avec des pays qui ne respectent pas toujours le droit international, notamment celui des réfugiés. Comment vous voyez ces accords? Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec les valeurs qui sont portées par les Nations Unies? Disons que les accords sont très complexes et nous ne sommes pas à connaissance de tous ces aspects. Mais si vous prenez un aspect essentiel qui est celui de contrôle des frontières,
de la part de tous les pays. Bon, tous les pays ont le droit et le devoir même de contrôler leurs frontières. Et l'Europe peut aider ces pays à exercer un meilleur contrôle des frontières. C'est pour l'intérêt de l'Europe, c'est pas l'intérêt de ces pays. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas suffisant. Si en Libye, pays clé en ce moment, de ce point de vue, vous renforcez ce que les gardes-côtes font pour contrôler les traversées des gens, vous ne pouvez pas simplement renforcer les contrôles. Vous devez renforcer toutes les institutions libyennes qui gèrent le flux des réfugiés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de critiquer un petit peu ce qu'ont fait les autorités italiennes l'été dernier pour diminuer le flux d'arrivées ? Elles ont traité avec des milices en leur disant, en les payant. Ce n'est pas une critique, c'est simplement une observation. Si on donne de l'argent à la marine libyenne pour faire des contrôles, il faut investir les mêmes ressources dans d'autres institutions qui ont la responsabilité de gérer de manière correcte le flux des migrants et des réfugiés. Alors, cela dit, premièrement, l'Italie le fait à travers nous, à travers l'OIM. Donc, il y a cet investissement. Et il faut aussi dire que c'est extrêmement difficile de le faire en Libye, qui est un État en guerre. Mais on peut le faire, par exemple, et on le fait avec beaucoup plus de succès au Niger, où on a effectivement, là aussi, comme vous l'avez dit, établi des contrôles plus stricts aux frontières, mais on a la possibilité, parce que c'est un État plus stable, d'investir dans les institutions qui s'occupent de l'asile, de la migration, de l'accueil, etc. Et on est en train de commencer à le faire avec plus d'efficacité. Et qu'est-ce que vous pensez du travail effectué par Frontex? Parce que ça, c'est une agence qui a maintenant beaucoup plus de moyens. On a quand même l'impression que les moyens sont dirigés vers ceux qui bloquent, au lieu d'être dirigés vers l'accueil. Je suis en partie d'accord avec vous. Je pense que le blocage, je parle plutôt de contrôle, est important, mais il faut que ça soit équilibré avec un investissement comparable dans l'accueil. Absolument. Je l'ai dit depuis très longtemps. D'investir seulement dans les contrôles est immoral. Parce que vous condamnez des gens à rester dans des pays qui n'ont pas les structures pour les accueillir de manière convenable. C'est pour ça qu'il faut investir dans ces structures et aussi dans les voies légales comme la réinstallation. Mais le discours du président Macron, le discours du gouvernement italien, maintenant va dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une meilleure compréhension de ce phénomène. Parce que là, vous parlez des discours, c'est très bien, mais là, on est en plein moment d'urgence encore. Par exemple, sur les îles, en Grèce, c'est l'hiver, même au Bangladesh, on va dans plusieurs régions du monde, là, pour l'instant, pour les réfugiés, c'est un moment extrêmement difficile à passer. Est-ce que ça va changer par rapport à ce qui s'est... Bon, toutes ces situations sont différentes, évidemment. Ouais. En Grèce, ce que nous avons dit à la Grèce, surtout, mais même à l'Europe, c'est qu'il faut transférer un plus grand nombre de personnes qui sont bloquées sur les îles vers le continent, là où on a maintenant, finalement, après 2 ans, des structures adéquates pour héberger les gens. Pas sur les îles, mais sur le continent. Mais ce transfert est très lent. Au Bangladesh, c'est complètement différent parce que vous avez une urgence monumentale qui a des aspects complètement différents des situations européennes que nous avons décrites. Alors justement, parlons du Bangladesh. Vous dites souvent, Filippo Grandi, le nombre de migrants a augmenté de 70% depuis 2009. Qu'il faut traiter ces questions-là bien en amont, bien avant les crises, essayer d'anticiper ces mouvements de population. Mais prenons les Rohingyas, le problème du Bangladesh. Les Rohingyas ont été privés de leur nationalité dans les années 80, au tout début des années 80. Et en fait, leur exode était écrit pratiquement. Rien n'a été anticipé, rien n'a été fait contre un État-nation, la Birmanie, pour empêcher la dégradation de cette situation. C'est un vœu pieux d'imaginer qu'on peut travailler en amont sur ces affaires? Vous savez, j'ai visité le Myanmar, la Birmanie, au mois de juillet l'année passée, donc avant ces événements qui ont causé cet exode tragique. Et c'était le moment où une commission spéciale avait été formée par le gouvernement pour examiner ce problème. C'était la commission gérée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Les conclusions de cette commission, de ces travaux, étaient très positives. Et le gouvernement les avait acceptés et incluait la vérification de la nationalité des gens pour pouvoir restituer à ces gens leur identité nationale, en fait.
Malheureusement, les événements qui ont suivi ont, d'une certaine manière, repoussé la possibilité de faire des progrès très loin. Maintenant, mais les conclusions de cette commission, qui avait travaillé avant ces événements, sont toujours tout à fait valables. Mais elle n'est pas arrivée trop tard, cette commission. Ça faisait 40 ans pratiquement que ce problème existait. La commission est venue quand le gouvernement de la Birman a accepté de le faire. Donc, n'oubliez pas que le gouvernement du Myanmar a traversé quand même une transition démocratique très complexe. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont accepté. Mais Philippe Augrandi, est-ce que vous pensez qu'un jour les Rohingyas vont rentrer chez eux? Est-ce que c'est pas un peu dans des conditions... Je vous réponds, c'est très clair à mon avis. Ils ont le droit de le faire, mais à certaines conditions. Alors, est-ce que ces conditions vont être réunies, notamment le rétablissement de la citoyenneté ou une identité nationale, mais pas seulement ça, toute une série de droits dont ils ont été privés dans l'État de Rakhine. Ça, je ne le sais pas. On est en dialogue avec la Birmanie, on est en dialogue avec le Bangladesh pour essayer de bouger dans cette direction, mais c'est très difficile. Si vous voulez, revenons sur le rôle de l'UNHCR. Son rôle, c'est de gérer l'urgence, et notamment en organisant des camps de réfugiés pour les protéger, les prendre en charge. Je vous propose que nous écoutions ce que dit cet ancien fonctionnaire de l'UNHCR sur les camps. L'un des principaux problèmes du HCR est que les pays qui le financent sont souvent très enthousiastes et généreux quand une crise démarre. Mais lorsque les camps commencent à avoir 2 ans, 5 ans, 10 ans, les donateurs ont tendance à s'occuper de nouvelles urgences et à oublier ces camps qui sont alors négligés. Les chiffres montrent que le niveau de ressources allouées aux camps décline avec le temps. Alors qu'on pourrait espérer qu'un camp s'améliore au fil du temps et que les services et la qualité de l'aide y deviennent meilleurs. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Dans les vieux camps de réfugiés, le niveau de vie se détériore avec le temps et les gens se retrouvent dans des situations de plus en plus difficiles. Philippe Augrandi, avez-vous pensé tout simplement à fixer des durées pour ces camps, pour la durée de ces camps, pour obliger les États à trouver des solutions? Si je pouvais faire ça, beaucoup de nos problèmes seraient résolus. Malheureusement, les solutions des crises de réfugiés dépendent de solutions politiques aux phénomènes qui ont causé, donc les conflits, les persécutions. Mais ce que l'ancien collègue, M. Crisp, a dit ici, je suis complètement d'accord avec lui. En fait, notre politique actuelle est en train de changer. Traditionnellement, nous avons hébergé, surtout dans les grandes urgences, les réfugiés dans des camps. C'est parfois inévitable, mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'à travers une aide plus ciblée aux pays qui les hébergent, qui sont souvent des pays pauvres, il faut encourager ces pays à permettre aux réfugiés d'avoir accès aux services publics, aux hôpitaux, à l'éducation surtout, parce que les enfants sont souvent privés d'éducation, à l'emploi. Mais bien sûr, pour faire ça dans des pays pauvres, il faut multiplier l'aide à ces pays. Et pas seulement aux réfugiés eux-mêmes, mais aux communautés qui les hébergent. Oui. Ça, c'est très important. Monsieur Grandi, vous avez une expérience justement en ce moment de grande ampleur en Ouganda, où il y a 1 million de Sud-Soudanais qui sont installés. En milieu ouvert. Plus d'1 million, effectivement. Seulement, on atteint un peu la limite où les communautés locales commencent à s'énerver parce qu'elles voient des nouveaux arrivants qui reçoivent des terres, il n'y a plus assez de terres, etc. etc. Est-ce qu'on ne touche pas un peu les limites de ce programme très innovant, mais qui coûte cher? Mais comme vous l'avez entendu, on touchait les limites aussi quand le modèle était les camps. Et donc, je pense qu'il faut insister sur ce modèle, mais il faut bien dire, surtout aux pays donateurs, qu'il faut plus de ressources. L'Ouganda est un exemple parfait, parce que l'Ouganda a une politique très ouverte. Et les communautés locales ont toujours bénéficié, en fait, ont pu bénéficier aussi de l'aide qui était dirigée vers les réfugiés. Mais quand cette aide commence à décliner, notamment dans le domaine de l'aide alimentaire, etc., c'est tout le monde qui est frappé. Donc il faut insister que c'est le bon modèle, mais qu'il faut qu'il soit ressourcé de manière plus adéquate.
Alors, notamment en Afrique, où c'est toujours le problème. Si vous voulez, je voudrais vous faire entendre ces témoignages justement de réfugiés du Soudan du Sud qui racontent un petit peu quels ont été leurs périples pour arriver jusqu'en Ouganda. On écoute. Dans notre pays, les gens se faisaient poignarder et les enfants fracassés à coups de gourdin. En chemin vers l'Ouganda, on a vu des gens se faire massacrer ou dépouiller. Des bandits volaient et tuaient ceux qui avaient une moto ou une voiture. Ma plus grande crainte concerne ma belle maison à Kajokeji. Maintenant, je dors dehors sous la pluie. Ça me brise le cœur de repenser à ma maison. Le problème, c'est que je n'ai pas la force de construire mon propre abri. Philippe Beaugrandi, quand on voit la détresse de ces gens, on a l'impression aujourd'hui que la communauté internationale a un peu de mal à se pencher sur le dossier de ces réfugiés du Soudan, d'autant qu'il y a certains réfugiés qui peuvent bénéficier peut-être aussi bien d'un point de vue médiatique, mais de plus d'attention. Est-ce qu'il y a des, excusez-moi d'expression, mais des bons ou des moins bons réfugiés? Je dis toujours que les réfugiés syriens, qui est toujours la plus grande crise mondiale, ont bénéficié, surtout dans les derniers 2-3 ans, d'une aide accrue parce qu'ils sont arrivés en Europe. Et soudain, ils sont devenus visibles. Les réfugiés dont on a vu maintenant des images sud-soudanais qui traversent des situations terribles. Épouvantables. Oui. Épouvantables. Je les ai entendus moi-même plusieurs fois. Mais pas seulement au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo. Presque 5 millions de déplacés internes. 600 000 réfugiés à l'extérieur. Et puis ils ont des réfugiés des pays voisins qui viennent au Congo. Des situations vraiment complexes et difficiles. Pour trouver des financements, c'est une bataille de tous les jours. Parce qu'ils sont loin. Ils sont loin des pays riches. Ils ne gênent pas. Il y a même leur ration journalière d'alimentation qui a été diminuée dans ces camps parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour... Bien sûr. Donc, et surtout si on veut transformer l'accueil, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une manière plus soutenable à long terme. Parce que malheureusement, c'est des crises qu'on a vues qui durent 15 ans, 20 ans. Justement. Il faut le faire avec des ressources. Les ressources, c'est clé dans tout cela. Au Kenya, par exemple, il y a le plus grand camp du monde et il a été question qu'il ferme. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez obtenu qu'il... Alors, il n'est plus le plus grand camp du monde, en partie parce qu'en Ouganda, maintenant, il y a des camps qui sont plus grands ou des agglomérations de réfugiés. Mais on a quand même pu, une partie de ces gens, les rapatrier chez eux volontairement, j'insiste volontairement. Une partie a été réinstallée vers des pays européens. Une partie a été transférée dans d'autres situations plus faciles, moins tendues, moins complexes au Kenya. Et j'espère qu'une partie pourra rester là où ils sont. Donc on a négocié avec le gouvernement différentes solutions. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que la responsabilité du HCR, c'est de gérer les urgences. C'est aussi, et c'est très important, celle de trouver des solutions. Et parfois, les solutions doivent être trouvées même s'il n'y a pas de solution politique, parce que ces conflits, comme celui de la Somalie, sont tellement prolongés. Donc, on fait un travail de tous les jours avec les autorités des pays hôtes, qui sont ceux qui gèrent la plupart de cette responsabilité, pour trouver des solutions à ces personnes. Philippe Beaugrandi, entre 2010 et 2014, vous avez été responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Ces derniers jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a réitéré son appel à fermer cet organisme qualifié, selon lui, d'anti-israélien et d'inutile. Parce qu'il dit que l'UNRWA a été créé il y a 70 ans. Et qu'il perpétue le problème des réfugiés palestiniens. Qu'est-ce que vous répondez à Benjamin? Bon, ce n'est plus mon mandat de le faire, mais je répète ce que j'ai dit plusieurs fois quand j'étais le chef de l'UNRWA. Ce qui perpétue le problème n'est pas l'UNRWA, c'est le conflit qui n'est pas résolu. Ça, c'est ce qui perpétue Donc c'est une question politique, ce n'est pas une question humanitaire. L'UNRWA est là pour aider ces gens. L'UNRWA a aidé des générations de Palestiniens à atteindre un niveau d'éducation qui est considérable, à donner des opportunités à ces gens dans l'attente d'une solution qui ne vient pas.
Oui, Netanyahou dit le HCR pourrait très bien le faire. Pourquoi les réfugiés palestiniens sont traités différemment que les autres réfugiés? Est-ce que vous pourriez le faire? Je pense que cela est une décision de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a établi l'UNRWA avant le HCR. N'oublions pas ça. C'est une situation très ancienne, avec des modalités qui ne sont pas celles du HCR. L'UNRWA agit presque comme un gouvernement parallèle, fournit des services publics. Ce n'est pas des choses que le HCR fait. Mais ça, c'est un accord entre l'UNRWA, les Nations Unies, les pays qui hébergent ces réfugiés, le Liban, la Jordanie, etc. Donc, c'est un modèle qui est difficile à adapter aux modalités du HCR. Je pense qu'en plus, ce n'est pas la décision du HCR, ce n'est pas la décision de l'UNRWA, ce n'est pas une décision de l'institution des Nations Unies, c'est une décision des États. C'est eux qui doivent prendre cette décision. Et ils ne l'ont pas prise. Justement, quand un État comme les États-Unis menace de couper ses financements à l'UNRWA, si jamais la direction palestinienne ne se conforme pas à sa vision du processus de paix à venir, est-ce que l'UNRWA est réellement menacée et est-ce que, au bout de 70 ans, il ne faudrait pas qu'on tire un bilan ou qu'on dise qu'on passe à une sorte de, je sais pas, d'une autre étape, quoi, parce que... Oui, mais cela doit être fait dans un contexte global de solution du problème politique entre les Palestiniens et les Israéliens. Écoutez, je ne m'occupe plus de l'UNRWA directement, donc je ne peux pas vous dire en quelle mesure l'UNRWA est menacée ou pas. Et je ne crois pas qu'il y ait eu des décisions prises. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de déclarations. Ce que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, couper les financements d'une agence qui fournit un service humanitaire essentiel, et plus qu'humanitaire, les écoles, les hôpitaux, les microcrédits, l'UNRWA fait un travail considérable pour 5 millions de personnes. Si on coupe ça, on crée plus de déstabilisation dans une région qui franchement, n'a pas besoin de plus d'instabilité. Alors, toujours en Israël, le 3 janvier dernier, le gouvernement a annoncé le lancement d'un programme pour expulser 40 000 migrants en situation irrégulière d'ici le mois de mars. Il leur a proposé 3 000 € et un billet d'avion pour repartir. Et s'ils ne partent pas, ils seront, dit-il, emprisonnés. Ce sont principalement des Érythréens et des Soudanais. S'ils ne sont pas envoyés dans leur pays, ils seront envoyés en Ouganda ou au Rwanda. Vous avez demandé, le UNHCR à Israël, de renoncer à cette mesure. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu ? Je l'espère, parce que je pense qu'il faut trouver d'autres mécanismes pour gérer ces demandeurs d'asile, ces gens qui arrivent en Israël. Souvent, c'est des gens qui viennent de situations comme les Érythréens et autres, qui sont très complexes et très difficiles. Et simplement les renvoyer dans d'autres pays où ils n'ont pas des moyens d'être protégés, d'être appuyés, est dangereux. Vous savez qu'on a vu, d'ailleurs je l'ai tweeté hier, on a trouvé, je pense, 80 personnes en Italie qui avaient traversé la Méditerranée et qui étaient parmi ceux qui avaient été renvoyés dans certains pays africains par les Israéliens. Donc évidemment, ce n'est pas une solution. La solution est dans une détermination du statut de ces gens. Il y a des réfugiés, il n'y a pas de réfugiés. On a aidé Israël dans le passé à réinstaller ces gens vers d'autres pays, ceux qui ne peuvent pas rester en Israël. Donc on a eu un dialogue pendant longtemps avec Israël qui était constructif. On souhaite que ce dialogue continue. Mais vous pensez qu'il est possible que Netanyahou revienne sur sa décision ou simplement vous allez juste travailler ensemble pour trouver d'autres solutions? On va continuer à travailler pour d'autres solutions. On a un dialogue ouvert avec les autorités israéliennes. Pour terminer cet entretien, peut-être revenons sur la Libye, qui est un des pays qui pose aujourd'hui le plus de problèmes concernant la situation des réfugiés. Il y a eu ces révélations sur ces mauvais traitements, sur l'esclavage qu'ont subi certains migrants. Vous êtes engagé à évacuer l'ensemble des migrants. On ne sait pas combien il y en a aujourd'hui. On parle de 500 000, 700 000, et parmi eux, de dizaines de milliers de réfugiés. Il va falloir combien de temps pour régler la question de la Libye? Oui, je ne sais pas. Et je ne sais pas si on pourra évacuer tous les réfugiés, évidemment. On se focalise, premièrement, sur ceux auxquels on a accès. On n'a pas accès à tous. L'accès est très compliqué en Libye à cause de l'insécurité, surtout au centre de détention dont on a vu les images sur les médias. On a accès seulement à certains centres de détention. N'oublions pas que quand même, nous avons pu sortir 1400 réfugiés ou personnes
qui ont besoin de protection de ces centres, depuis qu'on a plus d'accès. C'est très peu, compte tenu de la situation. Mais l'année passée, c'était à zéro. Donc, dans ces situations de conflit, le progrès est toujours frustrant et lent. Il faut faire plus. Mais on a aussi commencé depuis le mois de décembre à évacuer à l'extérieur de la Libye au moins les gens qui sont des réfugiés. En parallèle, l'OIM, donc l'Organisation internationale des migrations, qui s'occupe des migrants, est en train de rapatrier chez eux ces migrants économiques, disons, qui souhaitent le faire. Donc, il y a un programme qui démarre, qui prend de l'ampleur et qui est positif. Il faut investir sur ça. Filippo Grandi, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci de nous avoir accueillis ici au siège de l'UNHCR. Merci Christophe, merci Sophie et merci à tous de nous avoir suivis. Très bel après-midi, à la semaine prochaine.